Est-ce que l'hypnose peut guérir? Aujourd'hui, de plus en plus de médecins généralistes ou anesthésistes se forment à l'hypnose et on se demande tous si finalement l'hypnose peut guérir et peut-être dans quelles conditions elle peut guérir. Dans quelques instants, je vais de nouveau interroger Audrey pour m'aiguiller sur cette question et je vous dis à tout de suite après le générique. Salut, c'est Julie Robillard, bienvenue dans un nouvel épisode de Sérénité Active, la chaîne consacrée à l'apprentissage du plaisir de vivre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir avoir connaissance de tous mes tutos, tout ce que je donne comme conseils, tout ce que vous pouvez apprendre pour vivre serein et actif à la fois. Bonjour Audrey, merci de nouveau d'essayer de tenter avec moi d'en savoir plus sur l'hypnose et de tenter de répondre à cette question vraiment importante. Est-ce que l'hypnose peut guérir et dans quelles conditions elle peut guérir? Alors toi, tu travailles plutôt en algologie, si j'en crois mes connaissances sur toi, et tu travailles depuis longtemps, de nombreuses années je crois, sur les douleurs chroniques. Qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à ça dans tes différentes études et aussi dans ta clinique? Donc en effet, je travaille avec des patients en douleurs chroniques, des patients aussi en oncologie et puis d'autres patients, notamment on a fait une étude sur des patients qui souffrent de douleurs fantômes. Alors par rapport à la douleur chronique, le professeur Fémonville a développé un outil qui s'appelle l'autobienveillance combinée à l'auto-hypnose. Et je souligne vraiment l'importance de la combinaison des deux parce que vous allez voir que c'est bien la combinaison des deux outils qui permet d'aider les patients qui ont des douleurs chroniques. Donc, ce qu'on a montré dans nos travaux, qui ont été réalisés également avec le docteur Aminata Bichego, que tu rencontreras plus tard, c'est qu'après 6 ou 8 séances de 2 heures d'auto-hypnose auto-bienveillance, les patients qui souffrent de douleurs chroniques vont montrer différentes améliorations. Donc, évidemment, moins de douleur au niveau de la perception, moins d'interférence de la douleur dans leur quotidien, moins d'anxiété, moins de dépression et une meilleure qualité de vie physique et mentale. Et on observe ces résultats à court terme, mais également à long terme. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que donc on a fait une série d'études plus d'observations cliniques. Donc là, on ne randomise pas les patients dans différents groupes. On fait ces observations-là. Et puis après, on a décidé de faire des études randomisées. Donc de manière aléatoire, les patients vont recevoir soit l'auto-hypnose autobienveillance, soit l'autobienveillance seule, soit l'autobienveillance combinée à de la musique, ou un groupe contrôle, ou aussi un groupe de psychoéducation. Et on voit là, de manière surprenante, qu'on n'a pas eu d'effet supérieur à l'auto-hypnose et l'autobienveillance. L'explication, c'est que maintenant, le travail qu'on fait au Centre interdisciplinaire d'algologie se centre vraiment sur l'empowerment du patient et la remise en action du patient dans son bien-être. Et donc, l'hypothèse, c'est vraiment que via les différentes approches, où on a toujours cette composante d'autobienveillance et d'empowerment, c'est ce qui va aider le patient à améliorer sa qualité de vie. C'est se remettre en action, redevenir acteur de son bien-être, reprendre le contrôle sur la douleur, faire le lien entre émotion et douleur, voilà, et via les techniques d'autobienveillance où on leur propose des tâches concrètes à mettre en place au quotidien, les patients alors rapportent ces bénéfices que je vous ai cités juste avant. Que le patient ait des séances d'hypnose ou qu'il n'en ait pas, les résultats sont les mêmes? Non. Non. C'est plus nuancé. Donc ici, l'intérêt des approches proposées au Centre interdisciplinaire d'algologie, c'est que ce sont des approches en groupe, donc ce sont des groupes de patients, de 8 à 10 patients, accompagnés par un thérapeute, anesthésiste ou psychologue, qui vont proposer des outils concrets. Donc on a comme outils concrets toutes ces tâches d'autobienveillance, c'est par exemple faire la liste de ses besoins, se faire un plaisir par jour, observer sa communication, il y en a une cinquantaine, qui vont être combinés soit à l'apprentissage de l'auto-hypnose ou l'écoute de musique, ou en effet pas de combinaison dans les groupes autobienveillance seuls, mais néanmoins on leur demande au quotidien de mettre en place les exercices qui leur sont proposés. Et l'hypothèse, c'est vraiment que via cette remise en mouvement du patient, via les tâches qu'il va mettre en place lui-même dans son quotidien, alors globalement on améliore, le patient parvient à améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Qu'il y ait de l'hypnose ou pas. Dans cette étude-là, voilà. Oui. En tout cas, mais ma collègue Charlotte Grégoire va vous parler tout à l'heure de cette auto-bienveillance, auto-hypnose
en oncologie. Et vous allez voir qu'il y a aussi un intérêt de combiner ces deux outils. Puis vous aurez mon autre collègue Aminata Bichego qui va vous parler de la combinaison hypnose et réalité virtuelle. Donc voilà, il y a différentes combinaisons qui existent et qui ont montré, selon les contextes, leur intérêt pour aider selon les problématiques abordées. Là, tu parles justement de participation vraiment par rapport aux patients et je crois qu'on partage cette conviction-là que de remettre la personne face à leur propre autonomie va vraiment en fait pouvoir va vraiment pouvoir démultiplier et leur implication et les résultats qui vont en découler. Il est vrai que dans mon premier métier d'ergothérapeute, qui était avec l'objectif évidemment de remettre la personne le plus possible dans un état d'indépendance et d'autonomie, je partage évidemment cette conviction. Aujourd'hui, ma question, c'est jusqu'à quel point finalement c'est une simple conviction et jusqu'à quel point tu as pu observer dans cette étude dont tu me parles, et bien finalement c'est peut-être presque plus le processus d'auto-bienveillance qui fonctionne et la mise en action de la personne plus qu'un outil ou les outils qu'on aurait à notre disposition pour l'aider à bouger. Ben ça, on ne sait pas répondre à cette question en fait. On n'a pas encore fait d'études qui permettraient vraiment de bien distinguer les effets de l'une ou l'autre approche. L'étude qu'on a faite en douleur chronique, on a randomisé dans ces différents groupes, montre que tous les groupes évoluent bien. Mais malheureusement, on a montré aussi que le fait de randomiser les patients, donc de leur attribuer un traitement de manière aléatoire, on avait beaucoup ce qu'on appelle de drop-out, donc de patients qui vont abandonner le traitement en cours de route. Ce qui est assez logique et intuitif, puisque imaginez que vous ayez un patient qui est plus sensible à la musique et vous allez le mettre dans un groupe avec de l'hypnose, ben, on risque de perdre en motivation. Donc maintenant, et ma collègue Charlotte Grégoire vous l'expliquera tout à l'heure, on développe aussi des protocoles basés sur les préférences des patients pour garder cette motivation qui est vraiment au cœur de ces approches complémentaires et nécessaires. Et alors dans la littérature, là, de manière plus globale, on ne parle pas que des travaux à Liège, on montre quand même que dans les différents problèmes de santé, les composantes d'empowerment, de remise en action des patients sont des composantes principales, importantes dans l'aide à l'amélioration du bien-être des patients. Quelles sont du coup ton avancée, tes dernières en fait, observations par rapport justement à la douleur chronique avec l'hypnose ou d'ailleurs en dehors de l'hypnose? Quelle est finalement aujourd'hui la possibilité pour quelqu'un qui est dans une douleur chronique, parce que comme son nom l'indique, répété, mais parfois depuis de nombreuses années, finalement, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Je pense que la problématique de la douleur chronique, c'est complexe. Ça englobe différents facteurs biologiques, donc le corps est en souffrance, psychologique, il y a tout un soutien aussi psychologique qui doit être mis en place, et social, donc aussi la prise en compte de tout l'environnement social de la personne. Donc je pense que pour réellement aider le patient, il faut que le patient soit au cœur d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc vraiment intégrer le fait que ces approches complémentaires comme l'hypnose, les techniques de transe, la méditation, ce ne sont pas des outils qui remplacent, ce sont des outils qui vont s'imbriquer dans la prise en charge classique et médicale des patients, et c'est en travaillant tous ensemble, psychologues, médecins, kinésithérapeutes ou physiothérapeutes, infirmiers, infirmières, etc. Et c'est tous ensemble, en groupant nos compétences, que l'on va pouvoir aider au mieux les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Ça peut faire parfois des plannings un peu chargés du coup pour nos patients, et c'est vrai que tu disais qu'il y en avait qui abandonnaient effectivement le traitement, peut-être en raison effectivement de l'ampleur, ou en tout cas de l'ampleur du traitement, l'ampleur de tout ce qu'il y a à mettre en place. Pour parler un petit peu plus de cette auto-bienveillance et par rapport à l'étude, au niveau de la fréquence, donc l'auto-bienveillance est du quotidien, si j'ai bien compris, mais par exemple les séances d'hypnose, c'est à combien de fois par semaine? Donc chez nous au CHU de Liège, ce sont 8 séances de 2 heures qui sont espacées d'1 mois. Donc voilà, c'est assez gérable en termes de temporalité. Voilà, et en effet, ça demande un investissement en temps au départ, mais après l'outil, c'est une boîte à outils que le patient va s'approprier et va pouvoir mettre en place dans son quotidien. Mais ça demande en effet que le patient s'investisse à un moment donné. Et tu parlais d'auto-hypnose et d'hypnose.
la différence que tu fais entre auto-hypnose et ce qu'on appelle aussi vulgairement, j'aime pas trop ce terme, mais bon, hétéro-hypnose. Là, dans ce processus-là, en fait, il y a les trois en fait, composantes, hein, c'est ça, auto-bienveillance, auto-hypnose et en fait, on hypnose. part pendant les séances de 2 heures en groupe. Le patient va recevoir une série de tâches d'auto-bienveillance et à la fin de la séance, on va faire de l'hétéro-hypnose, donc une hypnose accompagnée. Le patient reçoit l'enregistrement pour le pratiquer chez lui et le transformer en auto-hypnose. D'accord, oui, donc il y a quand même une voix qui l'accompagne. Voilà, c'est pas de l'auto-hypnose, on va dire. Le but, c'est qu'après, il n'utilise plus les enregistrements quand il sent qu'il est autonome. D'accord, très bien. C'est très précis, je te remercie. Merci Audrey pour ces précisions sur les douleurs chroniques. Si vous voulez vous abonner à la chaîne Sérénité Active, vous cliquez là et vous pouvez toujours mettre un like si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Sérénité Active. Au revoir.